Donc je me présente, Sébastien Coach, je suis adjoint au maire de la ville de Montpellier et je suis en charge de pas mal de thématiques, mais particulièrement aussi de tout ce qui est cérémonie, commémoration. Et c'est dans ce cadre que nous accueillons ce soir le professeur Jean-François Murassiol, puisque nous sommes dans cette année où nous commémorons les 80 ans de la libération de Montpellier. Donc nous avons depuis l'été dernier, donc depuis l'été 2024, nous avons enchaîné les fêtes. Nous avons fait un grand bal populaire swing au mois d'août sur le Pérou. Nous avons enchaîné les commémorations. Nous avons enchaîné aussi les rencontres autour de la littérature, autour de la littérature de l'exil. Et la dernière rencontre était autour des républicains espagnols, c'était à la salle Pétrarque, et donc voilà, donc on a essayé de mêler dans cette année à la fois donc de l'art, de la musique, de la mémoire, et donc bien évidemment, et c'est ce soir de l'histoire comme discipline scientifique, parce que évidemment histoire et mémoire c'est pas tout à fait la même chose, et donc l'occasion nous a été donnée parce que donc le professeur Murassiol donc est professeur à l'université de Montpellier, à l'université Paul Valéry, et c'est on peut le dire, c'est moi qui vais le dire comme ça. J'espère que votre modestie n'en souffrira pas, mais c'est quand même un de nos meilleurs spécialistes de l'histoire de la résistance en France. Travail qu'il a commencé, je crois, dans les années 80-90, un travail de thèse sous la direction, je crois, de Jean-François Sirinelli, qui était consacré justement au projet, je crois, culturel des résistants. Et puis ensuite un parcours au long cours, un parcours académique d'excellence et de très nombreux ouvrages à la fois autour de la résistance, avec des histoires de la résistance, mais aussi la France libre, avec un certain nombre d'ouvrages, la collaboration dans un ouvrage récent, voilà. Et donc c'est un de nos meilleurs spécialistes et qui enseigne dans notre ville. Donc c'est vraiment à ce double titre, comme savant montpelliérain et comme grand spécialiste de la résistance, que nous l'accueillons ce soir. Il va venir présenter son dernier ouvrage autour de la libération de Paris, ouvrage qui est disponible ensuite, et si vous le souhaitez, à l'issue de cette conférence, il y aura évidemment un échange avec la salle, vous pourrez poser quelques questions, et puis il y a évidemment une table où le professeur aura l'amabilité de dédicacer quelques ouvrages pour ceux qui souhaiteraient les acquérir, puisque l'Agora des savoirs, c'est à la fois évidemment la mise en valeur du savoir académique, mais c'est aussi la mise en avant du livre et des maisons d'édition et des libraires qui font vivre le livre. Voilà. En tout cas, merci de votre présence. Merci au professeur Murassiol pour sa présence, et je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Merci à la mairie de Montpellier, merci à l'Agora des Savoirs qui me fait le plaisir et l'honneur de m'accueillir ce soir. Et puis merci à vous qui êtes venus nombreux, en bravant le froid, dirais-je. Enfin, le froid, non, mais enfin, en bravant l'heure tardive, qui êtes venus assister à cette conférence. Alors, je parle sans PowerPoint, sans rien, avec quelques notes. J'enseigne comme cela. Alors, mes gosses m'accusent d'être technophobe. Je dirais pas jusque-là, mais c'est vrai que bon, enfin, voilà. Mais c'est un peu dommage, car je me rends compte que si la conférence avait été égayée par des cartes et par des photos, ça aurait été préférable. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai aussi la très fâcheuse habitude de ne jamais finir ni mes cours, ni mes programmes, ni de tenir les horaires. Donc vers 22h30, 23h, vous me ferez signe qu'il est temps d'aller se coucher et on arrêtera là. Bon, blague à part, voilà. Donc j'ai été présenté de façon très élogieuse, merci beaucoup. Effectivement, j'enseigne à Montpellier, donc à l'université Paul Valéry depuis 1995, ça ne me rajeunit pas. Et j'ai fait donc toute ma carrière, et je pense que je la finirai les pieds devant à Montpellier, et avec beaucoup de plaisir, puisque j'y reste. Voilà.
et avec des collègues très sympathiques. Et je vois quelques collègues et quelques étudiants, donc je les salue très aimablement. Voilà, donc quelques mots donc sur cet ouvrage Quand de Gaulle libère Paris, donc qui est paru en mai dernier, en mai 2024. Alors bon, dans le cadre d'une conférence, même s'il y aura ensuite quelques questions, il est impossible de tout reprendre. Je voudrais, si vous voulez, insister sur 3 ou 4 points qui me paraissent intéressants et qui permettent un petit peu d'éclairer l'histoire de cette période extrêmement riche, extrêmement dense, donc autour de la libération en général et de la libération de Paris en particulier, et en prenant donc le général de Gaulle comme personnage central. Je voudrais commencer par c'est pas vraiment de la contextualisation, c'est plutôt insister sur un fait que nous historiens nous connaissons bien, mais que peut-être le grand public connaît moins bien. C'est le vertige des sources. Voilà. La Seconde Guerre mondiale est probablement l'épisode de toute l'histoire de l'humanité qui est le plus documenté. Je veux dire par là qui est le plus étudié, qui est le plus travaillé par les historiens. Il y a quelques années, je vais vous donner quelques chiffres. Vous allez voir, chiffres qui sont peu sûrs, mais qui sont quand même, les ordres de grandeur sont très impressionnants. Il y a quelques années, j'ai dirigé avec mon collègue et ami Guillaume Piketty une encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale. Et il m'a refilé, parmi les nombreuses notices, un truc infaisable qui s'appelle historiographie. Donc, histoire de la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, il fallait connaître toute l'historiographie française, américaine, japonaise, birmane, groenlandaise, etc. Article évidemment impossible à écrire. Je me suis limité à quelques points. Mais j'ai tenté, avec un instrument scientifique qu'on appelle le pifomètre, j'ai tenté de voir un petit peu, de dresser un état des lieux. Et j'ai essayé d'évaluer le nombre de livres d'histoire, hein, donc alors certains très bons, d'autres très mauvais, etc. Le nombre de livres d'histoire qui dans le monde ont été publiés, qui ont été rédigés sur la Seconde Guerre mondiale. On arrive en gros à 100 000. Je vous garantis pas le chiffre, hein, c'est peut-être 120, c'est peut-être 80, mais c'est de l'ordre de 100 000. 100 000, ça donne le vertige. Ça fait, si vous divisez 100 000 par 80 et par 365, ça fait 3,5 livres par jour. Voilà, depuis 1945, hein, depuis le 8 mai ou le 2 septembre 45, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été écrit et publié 3,5 livres par jour sur la Seconde Guerre mondiale. Si vous faites un petit calcul, si vous consacrez votre vie à ça, il faut 120 ans pour lire ces 100 000 livres. Et encore, en ne faisant que cela. Bon, bref. Déjà, ça vous montre vraiment l'incroyable fascination qu'exerce cette période. Ça rend également très modeste, car l'exhaustivité est impossible. Hein, même si, dans ce lot, il y a des livres. Si vous prenez... Et là, par contre, le chiffre est beaucoup plus sûr. C'est pas un ordre de grandeur. Si vous prenez la seule résistance française, alors que je connais un petit peu et c'est un objet qui m'est très cher, mais qui n'est pas le cœur de la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein d'autres choses autour. On est à peu près à 2500 livres. 2500 livres sur la résistance française. Je parle même pas de Vichy, je parle pas de la collaboration, je parle pas de la Shoah en France, je parle simplement de la résistance. Donc on est à 2500 livres. Sur la libération de Paris, une bonne centaine de livres. Quant à Charles de Gaulle, on est à peu près à 350 ouvrages. Il en sort encore 350 ouvrages. Seul Napoléon fait mieux, mais lui il plane à 1000, hein, donc il est imbattable. Bon, bref, donc ces quelques chiffres, évidemment, sont très impressionnants. Alors, bien sûr, ça ne concerne que l'histoire contemporaine. On a moins de données pour d'autres périodes, mais vraiment, cette période-là de 5 années ou de 6 années, alors bon, on pourrait discuter d'ailleurs quand et comment commence et quand finit la Seconde Guerre mondiale, mais enfin, cette période de moins de 10 ans, 100 000 livres, elle est la mieux connue, en tout cas la plus travaillée, peut-être pas la mieux connue, mais la plus travaillée de toute l'histoire de l'humanité. Alors, dans ces conditions, pourquoi encore un livre sur De Gaulle, sur Paris, sur la libération? Alors, ce livre est parti d'une espèce de pari méthodologique, d'expérience, car devant cette avalanche de livres, que dire encore, j'ai essayé, je ne sais pas si je suis parvenu, sur ces journées, donc qui sont extrêmement denses, hein, donc du 18, vous allez voir pourquoi le 18 août au 26-27 août, donc sur une dizaine de jours, une décade, essayer de suivre le général de Gaulle, je dirais, jour par jour, heure par heure, presque minute par minute. Alors, je vous dirai quelles sont les sources sur lesquelles je me suis appuyé. En posant l'hypothèse, est-ce que, donc, ça veut dire s'intéresser à des détails triviaux. Que fait-il? Que mange-t-il? Comment voyage-t-il? Vous allez voir, il va être beaucoup question de voyage. Comment voyage-t-il? Qui rencontre-t-il? Que dit-il? Qu'écrit-il? Que sait-il? Que ne sait-il pas? Etc., etc. Et donc, en faisant le pari que Paris réussit ou pas, écoutez, je vous laisse juge. Est-ce que l'accumulation de ces détails fait sens ou pas? Est-ce que
elle permet d'éclairer ou pas la grande histoire, guillemets. Alors, je dirais oui et non. Oui et non. Non dans la mesure où pas de scoop. Hein. Paris est bien libéré le 25 août 44, il n'y a pas de changement. Et d'ailleurs, il aurait été surprenant que des scoops surgissent après une centaine de livres rédigés par d'excellents confrères. Voilà. Néanmoins, donc, s'il n'y a pas de scoop fantastique, j'ose espérer que, en tout cas, quelques aspects de cette libération sont mieux éclairés, peuvent être mieux compris, mieux relus par ces détails qui, effectivement, accumulés les uns aux autres, finissent par faire sens. Alors, pardonnez-moi, défaut d'historien, un mot sur les sources. Assez peu d'archives, hein, puisque vous allez voir De Gaulle part seul, enfin pratiquement seul. Donc on a assez peu de sources archivées. Il voyage seul, il n'y a pas de radio. Enfin bon, vous verrez que ce voyage est un voyage complètement foudingue, invraisemblable. Donc, alors, quelques sources quand même, la fameuse série 3 AG des archives nationales sur les anciens chefs de l'État, qui est quand même assez riche, les archives départementales, la presse, et surtout les souvenirs, les mémoires des personnes qui l'accompagnent, qui le croisent, qui le combattent, etc., durant ces quelques journées. Et des mémoires qui sont à prendre avec beaucoup de prudence, évidemment. Il faut rester toujours, vous savez, c'est ce qu'on dit à nos étudiants de première année, hein, les sources sont fondamentales, mais les sources, il faut les critiquer, il faut les mettre à distance, il faut réfléchir, voilà. Beaucoup d'erreurs dans ces mémoires, soit des erreurs de bonne foi, tout simplement, on oublie les jours, hein, et on se rend compte d'ailleurs quand on aborde l'histoire par cette méthode, ce que je n'avais jamais fait avant. Hein. Moi, je viens plutôt d'une histoire très intellectuelle, très englobante. Donc, quand on aborde l'histoire vraiment par le jour par jour, le qui fait quoi, le qui mange quoi, ou le qui mange qui, si j'ose dire, eh bien, je sais plus ce que je voulais vous dire. Je sais plus comment la phrase doit finir. Mais oui, enfin, bon, bref, on se rend compte, je sais plus, oui, voilà, que ces mémoires, qui sont écrites souvent 20 ans, 30 ans après, ils sont assez fragile, il y a beaucoup d'erreurs, parfois de bonne foi. Par exemple, Chaban-Delmas confond le 24 et le 25. Alors bon, pour le commun des lecteurs, aucune importance, mais pour un historien un peu foudin qui se dit je vais faire un truc heure par heure, bah, se tromper d'une journée, c'est monstrueux. Bon. Mais ça, bon, voilà, c'est de bonne foi. Si vous prenez les mémoires du maréchal Juin, qui accompagne De Gaulle pratiquement heure par heure, donc lui qui est vraiment un témoin oculaire de tout premier plan, il y a un grand flou. Hein. Il est impossible de dater précisément ce qu'il a fait. Et là, on peut poser l'hypothèse comme il est censé avoir rencontré un émissaire de Vichy à ce moment-là. Est-ce que dans ses mémoires, il ne brûle pas les pistes? Voilà. Bon. Et puis, vous avez, tenez, qu'un autre exemple qui montre que d'un mémorialiste à l'autre, l'événement peut changer. Il se trouve que De Gaulle rencontre Lucie Aubrac, l'une des grandes figures de la résistance française. Il rencontre Lucie Aubrac au Mans le matin du 23, si je me souviens bien, puisque vous le verrez donc, il y a toute une espèce de road movie à travers l'ouest de la France. Et dans les mémoires de Lucie Aubrac, l'événement est traité en 3 lignes, sur un ton badin. J'ai rencontré le général, je lui ai dit vous êtes une vedette, etc. Bon, voilà. Et quand on lit les mémoires de Michel Debré, qui assiste aussi à l'événement, bah, au contraire, lui, il consacre 2 pages, 2 pages. Et alors tout est réécrit, évidemment, tout cela est écrit 20 ans après, 2 pages dans lesquelles il y voit en quelque sorte la rencontre et l'affrontement en même temps de la résistance extérieure gaulienne et de la résistance intérieure incarnée par Lucie Aubrac. L'épouse de Raymond Aubrac, celle qu'il fait libérer en 43 à Lyon, etc. Voilà, donc, bon, restons encore une fois en alerte devant les sources. Alors, écoutez, je voudrais aborder tout cela à travers 2-3 exemples, ou 2-3 thèmes généraux qui me paraissent intéressants. Je commencerai par le voyage. Pourquoi De Gaulle part-il? Les Américains, comme on le lit dans toute la vulgate gaulliste ou gaulienne, les Américains ont-ils essayé de l'empêcher de joindre Paris? J'aimerais, après, si j'ai le temps, là il sera à peu près 21h30, aborder un petit peu la question de Paris. Paris du point de vue américain et du point de vue allemand. Hein, faut-il prendre Paris? Faut-il garder Paris? Et vous verrez que ce qui nous paraît fondamental, bah, aux yeux des stratèges allemands et des stratèges américains, Paris n'est pas très important. Quelques mots sur ce voyage dans l'Ouest. Et puis s'il reste un peu de temps, et rassurez-vous, on finira vers 20h15, s'il reste un petit peu de temps, prendre un petit peu le De Gaulle jour par jour dans Paris, vous montrer ce qu'il fait, et tout est politique, bien évidemment. Alors, peut-être un mot sur la contextualisation. Cette histoire commence le 18 août, puisque De Gaulle quitte Alger le 18 août. Où en est-on le 18 août? Vraiment, en 2 mots, pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui va suivre. Sur le plan militaire, eh bien, ça y est, c'est le déblocage. La bataille de Normandie s'achève vers le 20 août, entre le 15 et le 20 août.
Contrairement à ce que l'on croit, cette bataille a été très longue et très difficile. On a l'image d'un débarquement, hop, qui débarque et puis hop, c'est terminé. Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu pratiquement 3 mois de bataille, du 6 juin au 20 août, enfin 2 mois et demi, et les Alliés n'ont pratiquement rien libéré, enfin du moins l'équivalent d'un petit département français avant le milieu et même, disons, les 2 tiers du mois d'août. À partir de là, tout change et suite à une série d'événements dont je reparlerai, au contraire, c'est comme le bouchon de champagne qui pète et les armées alliées. Et puis se produit aussi, vous le savez bien sûr, à Montpellier, un second débarquement dans le sud de la France, en Provence, le 15 août. Donc tout cela réuni fait que les Alliés progressent de pratiquement 100 km par jour. Et les 3/4 de la France sont libérés, disons, entre le début du mois d'août et la fin octobre. Ensuite, ça va se durcir sur les frontières du Reich. Et je vous rappelle que la libération est un phénomène long, puisque d'abord, ça commence en septembre 43 par la Corse, ne l'oublions pas. Et puis, ça se termine en 45. L'Alsace n'est libérée, la poche de Colmar. Je faisais hier une conférence, non pas à Colmar, mais pour Colmar par Zoom, eh bien, on fêtait exactement le jour de la libération de Colmar hier. Et puis, vous avez les poches de l'Atlantique qui ne sont libérées que le 8 mai 45, et puis quelques villages des Alpes-Maritimes qui le sont fin avril. Voilà. Donc, voilà, disons, pour la situation militaire. Sur le plan politique français, Vichy est en train de mourir de sa belle mort, mais Vichy meurt en tentant une sortie honorable, avec 2 stratégies. Là, je vais être très schématique. Le maréchal Pétain cherche une transmission directe de lui-même à De Gaulle. Il cherche à lui transmettre le pouvoir. Alors que Pierre Laval est à Paris, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles De Gaulle se précipite vers Paris. Pierre Laval, donc le chef de gouvernement d'ailleurs de Vichy, à ce moment-là encore, pour quelques jours, Pierre Laval tente de réunir l'Assemblée nationale, qui n'a plus été réunie depuis le funeste vote du 10 juillet 1940, en se disant qu'après tout, ce que l'Assemblée a fait le 10 juillet, elle peut le défaire le fin août 44. Et dans les 2 cas, en fait, même si les 2 stratégies sont un peu différentes, l'idée est la même. Vichy cherche en quelque sorte à mourir honorablement en transmettant le pouvoir, ce qui est absolument inconcevable pour De Gaulle et pour la résistance intérieure. Vichy n'existe pas. Vichy, il est nul et non avenu, comme le proclame l'ordonnance du 9 août 1944, qui restaure la légalité républicaine sur le sol français. Enfin, De Gaulle, De Gaulle est installé à Alger depuis juin 43, donc depuis une grosse année. Il préside ce qu'on appelle le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, qui d'ailleurs a été fondé en 43 sous un autre nom, celui de CFLN, Comité français de libération nationale, et un gouvernement qui est un gouvernement d'union nationale, qui va de la droite libérale aux communistes, qui sont entrés au CFLN, puisque le CFLN se transforme en GPRF le 3 juin 44. Donc le Parti communiste est entré au gouvernement pour la première fois de son histoire en avril 44 à Alger. Et De Gaulle a fait un premier voyage en France, un voyage éclair, le 14 juin. Le 14 juin, une semaine après le débarquement, il se rend à Bayeux, célèbre voyage extrêmement dangereux, inimaginable aujourd'hui. Je reviendrai tout à l'heure sur le voyage de Bayeux, mais c'est un simple aller-retour dans la journée. Il arrive le matin, il part le soir. Et donc c'est son premier retour en France, sur le sol métropolitain du moins, parce qu'il s'est rendu en Corse avant, depuis qu'il a quitté Bordeaux le 17 juin 1940, mais c'est un voyage vraiment d'une journée. Et il revient, et cette fois-ci, je dirais définitivement, sur le sol métropolitain, donc en quittant Alger le 18 août. Voilà, donc on prend cette histoire à ce moment-là. Alors, premier point, quelques mots sur ce voyage. Les Américains ont-ils empêché De Gaulle de quitter Alger, de se rendre à Paris et donc de prendre le pouvoir à Paris, puisque, bon, disons-le immédiatement, il n'y a pas un grand mystère, le pouvoir c'est Paris et Paris c'est le pouvoir, bien évidemment. De Gaulle ne se précipite pas ni à Montluçon ni à Périgueux, avec tout le respect que j'ai pour ces belles villes. C'est bien sûr Paris. Donc, quand on lit ce qu'on pourrait appeler la Vulgate gaulienne, jusque dans les mémoires de guerre du général de Gaulle. Tenez, je parlais des sources il y a quelques instants. Voilà un texte admirable. C'est très très bien écrit. C'est une langue presque même trop belle. Mais c'est un texte qu'il faut prendre avec une extrême prudence, avec tout le respect dû à la figure du général. C'est un texte qui transforme l'histoire et qui la présente vraiment à sa façon. Bon, en tout cas, donc dans cette Vulgate gaulienne, à commencer par les mémoires de guerre du général de Gaulle, et puis dans les mémoires des personnes qui l'accompagnent, les Palevski, les Join, les Biot et autres, la cause est entendue, les Américains ont tout fait pour empêcher de Gaulle de partir, bon, et de se rendre à Paris.
Et quand on gratte les sources, quand on gratte les archives et autres, on s'aperçoit que non, ça tient pas debout. Non, absolument pas. Quand De Gaulle exprime son désir le 14 août de partir pour la France, le général Hickel, qui commande les forces aériennes américaine pour la Méditerranée, lui dépêche immédiatement un B-17, un gros bombardier lourd, quadrimoteur. Bon, voilà, De Gaulle veut partir, hop, le lendemain, un B-17. Quand il arrive en France, il se rend immédiatement, nous le verrons, auprès d'Eisenhower, lequel Eisenhower, donc ils ont une entrevue le 20 mai, qu'est-ce que j'ai le 20 mai, le 20 août, bien sûr, j'y reviendrai, et au terme de cette entrevue, qui est d'ailleurs un peu décevante sur le fond pour De Gaulle, eh bien, le général Eisenhower lui confie une voiture, une Buick Straight Super 8, qui était la voiture de dotation des généraux de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est une super voiture. Voilà. Ensuite, il lui confie une escorte dans son voyage dans l'Ouest. Quand Leclerc arrive à Rambouillet le 25 août, non, qu'est-ce que je raconte? Le 23 août. Leclerc arrive vers 13h. Voilà, le 23 août à Rambouillet. Il a immédiatement un entretien avec le colonel Bruce, qui commande l'OSS, l'équivalent de la CIA pour l'Europe, et qui lui donne mais toutes les clés. Voilà, tous les renseignements, toutes les informations, etc., etc. Donc, ça ne tient pas debout. Hein. Il y a des moyens, et sans oublier le fait que De Gaulle, alors peut-être pas le 20 quand il débarque, mais dès le 21, De Gaulle est entouré d'une meute de journalistes américains, français aussi, mais surtout américains, britanniques un petit peu. Voilà, c'est bon. Autrement dit, il y a 1000 moyens beaucoup plus efficaces d'empêcher un voyage. Cela dit, il y a bien une réticence des Alliés à ce voyage. Hein, donc pas du tout sur le fond, pas du tout pour l'empêcher de prendre le pouvoir. La réticence, elle tient en fait à la sécurité. Ce que fait De Gaulle est extrêmement dangereux. Qu'est-ce qu'il tente? Il tente, je rappelle la date, hein, il part le 18 août d'Alger, il quitte Alger le 18 août, il tente pour la première fois, enfin il est le premier à tenter un atterrissage dans la Normandie, qui est une zone de guerre. Je vous rappelais le voyage du 14 juin à Bayeux, c'est encore plus dangereux d'ailleurs Bayeux, hein. D'ailleurs précédé par un voyage de Churchill le 12. Hein, Churchill est le premier chef, alors pas chef d'État, mais chef de gouvernement, enfin homme d'État, à se rendre dans la poche libérée. Et d'ailleurs, De Gaulle limite 2 jours plus tard. Ils viennent par bateau. Hein, ils arrivent en bateau, ils repartent par bateau. Là, il s'agit d'aller se poser dans une zone de guerre. Bon, ce qui serait impensable aujourd'hui. On n'imagine pas le président Macron ou le président... Alors, Trump, non, vraiment pas. Mais on ne les imagine pas. Quand ils sont allés en Ukraine, ils sont allés à Kiev. Le 14 juin 1944, et Churchill, la même chose 2 jours avant, il est constamment sous la portée des canons allemands. Et quand, en fin de journée, il se rend à Isigny et à Grand Camp, il est à moins de 10 km des forces allemandes. C'est complètement impensable. Voilà. Bon. Donc, les Alliés ont peur. Ils ont peur car, effectivement, c'est très dangereux. Deuxièmement, il y a le précédent. Il y a le précédent de Sikorski, le chef du gouvernement en exil polonais, qui est mort dans un accident d'avion, d'ailleurs ultra louche, en juillet 1943, quand il décollait de Gibraltar, et De Gaulle va faire escale par Gibraltar, ce qui a provoqué une très grave crise diplomatique entre les Alliés, et particulièrement entre les Polonais et les Britanniques. Les Alliés sont très inquiets à l'idée que De Gaulle puisse mourir. Ce serait très, très, très compliqué. Et vu l'état politique de la France, ce serait une très mauvaise idée. Et d'ailleurs, autre chose qui montre bien qu'il n'y a pas de réticence sur le fond, mais simplement sur la forme, en quelque sorte, il est prévu d'ailleurs qu'un squadron, c'est-à-dire une escadrille de la Royal Air Force, attende De Gaulle au-dessus de la Manche, pour ensuite l'escorter dans la descente vers la zone de combat. Alors évidemment, ce genre de rendez-vous qui est compliqué à faire aujourd'hui, complètement foiré en 1944. L'avion de De Gaulle ne rencontrera jamais les chasseurs qui étaient censés l'escorter, mais quand on voit les archives anglaises, oui, effectivement, le squadron a bien décollé, etc. Voilà. Bon. Alors, donc voilà, la réticence, elle porte en fait sur le danger. Et effectivement, ce qui frappe quand on regarde ce voyage, c'est la prise de risque maximale. Voilà, maximale. Par exemple, donc De Gaulle quitte Alger le 18 août. Il refuse de monter dans le B-17 que les Américains lui ont confié. Pourquoi ? Et il vole dans son avion personnel, qui est un Lockheed Hudson, dérivé... non, pardon. Je vous dis une bêtise, le Hudson, c'est la version militaire, dans un Lockheed Lodestar, qui est un avion assez médiocre, un bimoteur. Vous voyez, ces petits détails permettent de, finalement, quand ils s'accumulent, ça fait sens. Donc, c'est un avion assez médiocre, qui vole à 7000 mètres, autrement dit bas, hein, qui n'a pas de radar, qui n'est pas armé, qui n'est pas blindé, alors que le B-17, lui, c'est un monstre, hein, qui vole à 11 000 mètres. Il n'y a pas beaucoup de chasseurs qui montent à 11 000 mètres, et qui est hérissé de mitrailleuses de 12,5, voilà, qui est beaucoup plus sûr et qui a une autonomie beaucoup
beaucoup plus importante. Le Loadstar, c'est 3000 km maximum. Le B-17, il couvre 5000 km sans aucun problème. Donc, il veut voler dans son avion à lui, piloté par Marmier, Lionel de Marmier. Marmier, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est une espèce de fou dingue, hein. C'est un casse-cou, hein. C'est un as des 2 guerres mondiales, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc plus de 5 victoires lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est pilote d'essai et pilote de course pendant l'entre-deux-guerres. Il se bat avec les républicains espagnols, etc., etc. C'est l'un des meilleurs pilotes de sa génération, mais c'est un peu un casse-cou. Bon, donc il veut voler dans son avion, non pas parce qu'il est français. Dans les deux cas, ce sont des avions américains. Le B-17, c'est Boeing, et le Loadstar, c'est Lockheed. Mais c'est un avion aux cocardes françaises. Hein, il y a le drapeau français dessus, alors que sur le B-17 que lui dépêchent les Américains, c'est un B-17 de l'US Air Force avec les cocardes américaines. Donc, le souci de la souveraineté va jusque-là, quitte à prendre un avion qui, objectivement, n'est pas du tout fait pour cela. Et je vous passe les détails. Donc, il décolle de Gibraltar, d'Alger le 18, une première étape à Casablanca, il passe la nuit à Casa, la nuit du 18 au 19, il redécolle le matin du 19, il se pose à Gibraltar, et là, il y a un retard, car le B-17 a une avarie. Vous relisez tous les mémorialistes gaulliens, comme par hasard, c'est les Américains qui provoquent l'avarie. Bah non, l'avion a juste une avarie, voilà. Très bien. Et donc, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend qu'on répare l'avion? Non, dit De Gaulle, on part immédiatement. Et Marmier propose de carrément traverser l'Espagne. Alors, qui est impossible, l'Espagne est neutre. Imaginez qu'il y ait un problème technique et que l'avion soit obligé de se poser sur le sol espagnol. Le régime franquiste aurait l'obligation d'interner le général de Gaulle. Je vous laisse imaginer le micmac épouvantable. Donc il faut faire le tour de l'Espagne, le tour du Portugal, remonter par le golfe de Gascogne. Et on est à l'extrême limite de l'autonomie et de l'avion. Il faut d'ailleurs virer les passagers, on part à 3 dans l'avion, à 4, pardon, il faut enlever les passagers, enlever les bagages. Bon, voilà. Et quand De Gaulle quand Marmier pose l'avion sur la piste de Cherbourg le matin du 20, vers 8 heures, il reste moins de 10 minutes de vol. Voilà, on est vraiment bon. Tout ça vous montre bien que il y avait vraiment la volonté d'aller le plus vite possible en France. On essaiera de comprendre pourquoi. Et puis ça continue ensuite. Il se promène sans escorte. Il n'y a pas d'escorte. Il traverse tout l'ouest de la France. Alors, qui n'est pas zone de guerre, effectivement, les combats ont cessé, sont sur le point de cesser en Normandie, mais c'est quand même dangereux, hein. Donc, il traverse la France sans aucune escorte. S'il y a une petite escorte, Michel Debré, qui est commissaire de la République pour la région Ouest, est effrayé par ce qu'il voit, et il y a 3 malheureux gendarmes qui entourent De Gaulle. Voilà. Bon, mais vraiment, c'est une escorte limitée. Autre exemple, le 25, il va rentrer dans Paris. C'est le jour où il rentre dans Paris. Il est à Rambouillet. Leclerc lui envoie des Half-Track, c'est-à-dire des engins d'infanterie blindés, hein, avec un blindage. De Gaulle refuse évidemment, et il rentre dans Paris dans une voiture décapotable avec le général Join à ses côtés. Il faut qu'on le voie, et il aurait été d'un effet désastreux de rentrer, alors que Paris est insurgé et se bat avec courage contre les Allemands depuis 10 jours. Il aurait été d'un effet assez désastreux de rentrer dans Paris planqué dans un véhicule blindé, ce que ferait aujourd'hui un chef d'État, hein. Donc non, on rentre dans Paris, et Paris, on tire partout. Bon, il essuie des coups de feu constamment, hein. Dès le 25, quand il quitte la gare Montparnasse, on tire sur sa voiture. D'ailleurs, il y a des scènes invraisemblables à ce moment-là. Le général Join va faire le coup de feu dans un immeuble. Je vous rappelle qu'il est chef d'état-major général à ce moment-là. On imagine mal aujourd'hui le général Burkhardt, hein, sortir un pistolet et voilà. Bon, bref, le lendemain, il y a des coups de feu constamment, des fusillades constantes. De Gaulle est pris pour cible dans le trajet entre la place de la Concorde et Notre-Dame, et je vous rappelle qu'on tire pendant 10 minutes dans Notre-Dame, plusieurs centaines d'impacts de balles dans la cathédrale. Autre chose très surprenante, et là je vous avoue que j'ai pas de réponse, l'historien est un peu muet, De Gaulle, alors que le but du voyage est de prendre le pouvoir, et donc quand il s'agit de cela, la communication est essentielle. Il part sans radio. Voilà, il part sans radio, sans poste de radio et sans opérateur radio, alors qu'à l'époque on a des postes qui sont lourds, mais enfin qui sont mobiles. C'est très surprenant. Alors certes, il y a le risque d'une interception des communications, mais on sait crypter. Bon, il part sans radio, ce qui fait que lorsqu'il communique avec Leclerc, qui a débarqué quelques jours auparavant, eh bien on doit utiliser l'antique procédé des messagers. Et vous avez des messagers qui roulent en jeep comme des fous, hein, sur les routes de l'ouest de la France pour apporter, et qui font le va-et-vient. Alors heureusement que la distance se rétrécit entre les deux, mais c'est très surprenant, extrêmement surprenant. Pourquoi cette absence de radio? Ce qui fait que, dans ces conditions,
sa connaissance de ce qui se passe à Paris est très mauvaise. Par exemple, lorsqu'il débarque, il ne sait pas, il le saura. Alors, je ne sais pas exactement s'il apprend le 20 ou le 21, mais avec 3 jours de retard, que ce qu'il redoute le plus, c'est-à-dire les magouilles, les manœuvres de Laval à Paris, sont déjà terminées. Hitler a mis un point d'arrêt à ça. Laval a quitté Paris dans la nuit du 17 au 18, donc il est déjà à Belfort. Et De Gaulle ne l'apprend que le 20 ou le 21. De même, quand il est à Rambouillet, il y a même pas de il est à Rambouillet. On est à 50 km de Paris. Toujours pas de communication directe avec Paris, alors que Rolles Tanguy a un système, le chef des FFI parisiens, s'appuyant sur le réseau téléphonique de la SNCF, un très bon réseau de communication. Eh bien, il lit la presse de la veille. Enfin, bon, bref, etc., etc. Et là, je vous avoue que je ne sais pas si j'ai tout lu, mais enfin, j'ai lu pas mal de choses. Je ne m'explique pas l'absence de radio. Voilà, c'est très surprenant, surtout dans le cadre d'un voyage dont l'enjeu est Paris. Deuxième point, je viens de vous parler de Paris vu par De Gaulle, prendre le pouvoir. Les Américains et les Allemands. Alors, les Américains, comment dire, Paris n'est pas leur priorité. Hein. Je vais le dire de façon assez rapide. D'abord, rappelons que ils ont piétiné 2 mois et demi en Normandie. La bataille a été très dure, extrêmement dure, et cette guerre qui est faite selon une espèce de planning bien strict, eh bien le planning il a explosé. Voilà, on ne s'attendait pas du tout à être bloqué dans le blocage normand pendant 2 mois et demi. Et à partir autour du 20 août, 19, 17, 18, 19, 20 août, le bouchon saute, le fameux hachoir à viande de Falaise se referme, et là, on bondit. Et à ce moment-là, Eisenhower, qui est le commandant en chef des forces alliées en Europe, divise ses forces en 2 gros paquets. En gros, les Anglo-Canadiens foncent vers le nord, la 2e armée britannique et la 1re canadienne foncent vers le nord. Pourquoi vers le nord? Pas pour libérer la France, c'est pas leur souci. Comprenons bien que les Alliés libèrent l'Europe. Ils libèrent l'Europe. Et je dirais même, ils viennent abattre le Reich. Le but est d'être en Allemagne le plus vite possible et de gagner la guerre le plus vite possible. Et surtout, avant les Russes. Bon. Donc, pourquoi foncent-ils vers le nord, nos amis anglais? Ils foncent vers le nord pour récupérer des ports, les grands ports, car cette force débarquée, elle a d'énormes problèmes de logistique. En gros, on le sait grâce aux travaux d'historiens et militaires américains qui ont fait un travail épatant. En gros, les forces débarquées, il leur faut en gros 6 000 tonnes par jour. Voilà, 6 000 tonnes de ravitaillement par jour. Une DB, une division blindée américaine modèle 44, consomme 200 000 litres de carburant par jour. Et un Sherman, un gros bébé de 32 tonnes, il fait du 400 litres au 100. J'ai même eu 400 litres au 100. C'est pas très, c'est un peu climato-cide, mais 400 litres au 100. Donc le réservoir est de 800 litres. Un Sherman, c'est fait pour faire 200 km. Une DB américaine est faite pour faire un bond de 200 km par jour. Bon, donc d'un coup, on progresse, et donc Paris est un problème. Donc, les Alliés foncent vers le nord récupérer les ports, car jusqu'à présent, excusez-moi, j'ai pas fini le raisonnement, cette force débarquée est ravitaillée par des ports artificiels extrêmement fragiles, installés en Normandie, et c'est vraiment très très compliqué. Donc, il faut prendre les ports. Le Havre est rasé, d'ailleurs, par les Américains, et donc il faut prendre Anvers. Le port d'Anvers qui tombera d'ailleurs, qui tombera très tard, hein, qui ne tombera qu'en novembre. Bon. Et l'autre partie des forces débarquées, l'autre moitié fonce vers, là ce sont les Américains, donc le 12e groupe d'armée américain fonce vers l'Est, vers le Reich, vers les frontières du Reich, la 1re armée de Hodges, à laquelle est rattachée la 2e DB de Leclerc, et la 3e armée de Patton. Bon. Donc dans ce cadre-là, il n'est pas prévu de prendre Paris, et dans les plans initiaux de Bradley et d'Eisenhower, il est prévu de contourner la ville par le nord et par le sud, donc d'éviter Paris, de foncer vers l'est. Encore une fois, pour d'excellentes raisons militaires. Et vous voyez, De Gaulle raisonne en politique, les Américains en militaire. Pour d'excellentes raisons militaires, et tout stratège ferait de même. Paris, pour eux, c'est pratiquement un point sur la carte. Et j'exagère un petit peu, bien sûr. Bon. Première raison, se battre dans Paris, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que depuis Stalingrad, tous les généraux de la Seconde Guerre mondiale redoutent absolument le combat urbain. Et les Américains le redoutent d'autant plus qu'en ville, la ville c'est comme la montagne, la ville redonne l'avantage aux faibles. Il est facile de résister en ville, et surtout face à une force mécanisée qui utilise massivement les chars. Le char est en grand danger en ville. Hein. Le danger vient de partout, du bas par les égouts, du haut par les toits, etc., etc. Donc, ne surtout pas s'aventurer en ville, surtout pas de combat urbain, où les Alliés perdraient leur avantage mécanique. Deuxièmement, la ville est un cauchemar logistique. Encore une fois, Paris
Aujourd'hui, c'est 2 millions d'habitants. À l'époque, c'est 3 millions. Paris est beaucoup plus peuplé. 3 millions à peu près autant dans la petite couronne, ça veut dire ravitailler 6 millions de personnes. 6 millions de personnes. Les logisticiens américains ont fait leur compte. Ils font une guerre un peu de manager. C'est 3 000 tonnes par jour, minimum. 3 000 tonnes par jour, ça veut dire la moitié du ravitaillement nécessaire aux forces débarquées. On peut le dire autrement, prendre Paris, c'est perdre une demi-journée. Enfin, un jour de ravitaillement de Paris, c'est une demi-journée d'avance des forces débarquées vers l'Est. Donc, gros problème logistique. Troisième bonne raison de ne pas prendre Paris, on est à un moment donc où les Alliés, après avoir piétiné pendant 2 mois et demi, c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur le piétinement du mois, et puis sanglant, extrêmement sanglant, avec de très très lourdes pertes. Donc les Alliés progressent désormais par cet effet un peu en tenaille, avec un autre débarquement le 15 août en Provence, les Alliés progressent de pratiquement 100 km par jour. Vers le 20 août, au moment où on hésite encore, vers le 20 août, Patton, alors bon, il a un peu grande gueule, c'est un petit peu un cow-boy, Patton dit que si on lui donne le carburant, il peut être sur les frontières du Reich en 10 jours. En 10 jours. Bon. Et donc, prendre Paris, c'est peut-être, avec le ralentissement inévitable, d'abord par des combats, puis par le ravitaillement, prendre Paris, c'est peut-être prendre le risque, c'est même sûrement prendre le risque de rater l'occasion de gagner la guerre dès 1944, dès la fin de l'automne. Pourquoi pas tant la déroute des Allemands est importante. Il y a enfin une 4e raison, et d'ailleurs Eisenhower le dit dans ses mémoires, il le dit, alors bon, après on peut ne pas croire les mémoires, je vous ai dit qu'il fallait lire ces textes avec beaucoup de prudence, mais qui assumera devant l'histoire, imaginons que ça tourne mal et qu'on se batte à Paris comme à Stalingrad, qui assumera devant l'histoire le fait d'avoir détruit la ville lumière. Voilà, d'avoir détruit Notre-Dame, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, etc., etc. Et Eisenhower l'avoue comme cela, benoîtement, l'une des raisons pour lesquelles effectivement les plans initiaux ne visaient pas à libérer Paris directement, c'est pour préserver la ville et sous-entendu, j'ai pas envie de passer pour le boucher de Paris pour l'éternité. Cela dit, les Alliés changent d'avis. Ils changent d'avis, puisque le 22 août, Eisenhower, alors quelque part vers fin de matinée, Eisenhower et Bradley, alors Bradley c'est le commandant du groupe d'armées américain, donc il commande les 1e et 3e armées. Eisenhower et Bradley changent d'avis et envoient 2 divisions vers Paris, la fameuse 2e DB française et la 4e division d'infanterie, qu'on oublie toujours, américaine du général Barton. Alors pourquoi changent-ils d'avis ? Pour plusieurs raisons. Certainement les arguments de De Gaulle. Je vous ai dit, dès que De Gaulle met le pied à Cherbourg sur le sol français, il remonte dans son avion, on refait le plein, parce qu'il n'y a vraiment plus rien, on refait le plein et il redécolle vers Tournières. Tournières, c'est un tout petit village dans la région de Bayeux. On est à peu près à 200 km, mettons, de Cherbourg, où Eisenhower a installé un camp, un PC de tente mobile. Il change de place très très souvent. Donc, De Gaulle, immédiatement, se rend auprès d'Eisenhower pour le convaincre de prendre Paris. Et il use de toute une série d'arguments qui sont assez habiles d'ailleurs, en mettant en avant le fait que si les Alliés laissent derrière eux une poche en quelque sorte, qui peut exploser à tout moment, eh bien, c'est très imprudent sur le plan militaire. Il pense politique, mais il comprend qu'Eisenhower raisonne plan militaire, et donc il lui met en avant des arguments militaires. Peut-être, il est possible que il y a toute une école historique américaine qui considère qu'effectivement les arguments de De Gaulle ont été prépondérants. Bon. Deuxièmement, il y a aussi, Paris est insurgé depuis en gros le 15 août, et les chefs de l'insurrection parisienne mesurent très bien le danger qu'il y a à essayer de faire vivre cette insurrection, et ils dépêchent toute une série d'émissaires d'envoyer pour convaincre les Américains. Alors c'est très dangereux, il faut traverser les lignes allemandes, beaucoup vont le payer de leur vie, mais donc les chefs de l'insurrection parisienne dépêchent toute une série d'émissaires vers les Américains pour les convaincre de venir le plus vite possible dans Paris. Bon. Et le fameux commandant Cocteau, alias Gallois, effectivement, arrive au PC de Bradley le 22 au matin. Alors Bradley est déjà parti en avion. Petit détail, il y a beaucoup question d'avion. Les généraux américains, s'inspirant de la méthode des généraux allemands sur le front de l'Est, avec des distances gigantesques, ne voyagent plus qu'en avion. Ils ont des petits avions, des Piper Cub. Donc voilà, chaque général, à partir du grade de 3 étoiles, de général de division, chaque général américain dispose d'un ou de plusieurs avions. Donc Bradley est déjà parti en avion, son PC est au Mans, non, à Laval. Il est monté dans son avion pour aller à une conférence très importante au PC de Tournières du grand patron Eisenhower, conférence durant laquelle ils prendront la décision de libérer Paris. Donc Cocteau arrive trop tard. Oui, mais
on ne sait pas précisément si ce que je vais dire est vrai ou pas. Il a quand même le temps, enfin, donc, quand il arrive, Bradley est parti, mais il discute, il a un long entretien avec le général Sibert, S-Y-B-E-R-T, et Sibert, c'est le grand patron du renseignement pour la 3e armée. Non, pardon, pour la 3e et la 1re armée, pour le groupe d'armées américain. Et alors, est-ce que Cocteau délivre des informations stratégiques sur Paris à Sibert, qui les transmettrait par radio au PC d'Eisenhower? C'est possible, les archives américaines sont bien tenues, mais pas au point de retenir le moins de messages radio. Donc, ça n'est pas impossible, mais on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Mais en fait, surtout, la troisième raison, elle tient précisément au-delà des arguments de Gaulle, résistance extérieure, des arguments de Paul Tanguy, résistance intérieure, hein, qui font le siège en quelque sorte du grand patron. La raison principale pour laquelle Eisenhower décide finalement d'aller vers Paris, elle tient au renseignement militaire américain. Et le fameux général Sibert, à partir du 17 août, donne 3 informations. On a ces rapports quotidiens qui sont très très bien faits. Rappelons que les Britanniques et les Allemands ont investi Paris dès le mois de juillet d'une foultitude d'espions. Voilà, jusque dans l'entourage très proche, jusque dans l'état-major de von Choltitz. Et le renseignement américain, il est assez bien fait. Et enfin, qu'il est bien fait. Il est plus ou moins bien fait. Et à partir donc du 17 août, Sibert dit 3 choses. La première, elle est juste, elle est bien sentie. En gros, les défenses allemandes dans Paris, j'y viens dans quelques instants, les défenses allemandes dans Paris sont assez faibles, assez peu motivées, et prendre Paris, finalement, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Voilà, c'est pas si compliqué. Bon, ça, c'est un renseignement. Et bien souvent, quand on fait un petit peu d'histoire du renseignement, on se rend compte que les chefs politiques, militaires et autres prennent des décisions sur la base de renseignements qui sont de valeur très inégale. Et là, c'est vraiment le cas. Ce renseignement-là, il est très juste et très précis. Deuxième renseignement, celui-là, il est beaucoup plus équivoque, beaucoup moins fiable. Von Choltitz est prêt à se rendre. Alors effectivement, hein, il y a des espions jusque dans l'état-major de von Choltitz. C'est plus compliqué que ça. Si j'ai le temps, on parlera un petit peu de von Choltitz. Peut-être, hein, je botte en touche. Hein, vous avez bien compris de façon très prudente. Après vers les questions, ce renseignement-là, il est quand même beaucoup moins von Choltitz. Là aussi, les mémoires de von Choltitz seront à prendre. Alors là, c'est même pas avec des prudences. Hein, il faut mettre un masque, un casque. Bon, bref, pratiquement tout est faux dans ces mémoires. Bon, et il s'est donné le beau rôle d'un général humaniste, hein, qui avait voulu sauver Paris. C'est beaucoup plus compliqué que cela, bien évidemment. Donc ce renseignement-là, hein, il est bon. Et puis un troisième renseignement, alors lui qui est complètement tartignole. On se demande d'ailleurs comment les Américains ont-ils pu imaginer cela. Une trêve a bien été signée, signée, entre l'insurrection et les forces allemandes le 20 au soir, mais elle ne prévoit absolument pas une reddition de von Choltitz le 23 à midi. C'est complètement faux. Enfin voilà. Donc là, il se trompe. Et donc, le renseignement, il n'est pas toujours fiable. Voilà, il peut être très fiable, moyennement fiable, et pas fiable du tout. Et donc, Sibert délivre 3 informations qui vont pousser les 2 grands chefs américains à changer d'avis et à foncer vers Paris. L'une est très fiable, l'autre est moyennement fiable, et la troisième, elle est complètement fausse. Mais évidemment, ils ne le savent pas. Bon. Bref, c'est essentiellement donc sur la base de ces renseignements-là, beaucoup plus que sur la pression à laquelle les soumettent les Français, que les 2 généraux américains décident finalement le 22 en fin d'après-midi, en fin de matinée, de foncer vers Paris. Et là, là, il faut foncer, hein, puisque on doit être à Paris le 23 à midi, ce qui bien sûr est impossible. Et bon, passons sur cela. Donc, on fonce vers Paris. Et les Allemands, est-ce que les Allemands s'accrochent tant que cela à Paris? En fait, non. Non plus. Paris n'est pas si important pour eux non plus. Il faut, pour comprendre cela, alors au-delà du symbole, je corrige ce que je viens de dire, je dirais les militaires allemands. Voilà, les militaires allemands, pour eux, Paris, c'est un peu un point sur la carte aussi, peut-être un plus gros point que pour les Américains, mais ça n'est pas fondamental. Pour Hitler, c'est un peu différent, hein, parce que Hitler raisonne en politique et Paris, c'est bien sûr un très très fort symbole. Pour les militaires allemands, et quand on voit le plan de défense préparé par l'état-major de von Choltitz, en gros, on tient le plus possible, mais on ne s'accroche pas comme des morts de faim. Voilà. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'armée allemande s'est mise, depuis la défaite de Normandie, et accélérée encore par le débarquement de Provence, l'armée allemande, elle reflue. Elle est en retraite. Elle retraite vers les frontières du Reich, donc elle lâche le terrain. Voilà. Donc elle est en retraite. Pour le sud de la France, la 19e armée allemande, qui est à Montpellier, entre autres, reçoit l'ordre d'abandonner le sud de la France et d'aller le plus vite possible, de remonter le plus vite possible par la vallée du Rhône vers les frontières du Reich, le 20 août. Bon. Paris, c'est un point de passage. Rappelons que il n'y a plus un pont sur la Seine entre Paris
et la mer. Il n'y a plus un seul pont, soit détruit par l'aviation alliée, soit détruit par la résistance, pour justement, dans le cas de la préparation du débarquement, pour entraver les mouvements des forces allemandes. Les seuls ponts qui demeurent, c'est Paris. Voilà. Donc le plus près de la mer, c'est Paris. Et d'ailleurs, les Parisiens, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui pousse Paris à se révolter, voient, à partir en gros du 14 août, voient passer des forces allemandes qui refluent, et pas en bon état. C'est pas les types qu'on a vus le 14 juin 40. C'est une armée vaincue, avec des blessés, et puis qui part avec des espèces de trucs invraisemblables. Ils volent des vélos, ils volent des mobylettes, ils volent des voitures. C'est sauf qui peut. Bon, donc on passe par Paris. Paris, avec ses ponts, est un point de passage. Donc il faut tenir Paris le plus longtemps possible. Et puis quand c'est plus possible, on décroche, car on est en retraite. L'important, c'est de se replier sur les frontières du Reich, en espérant des jours meilleurs. La bataille de Normandie, encore une fois, est une défaite stratégique majeure. La deuxième raison pour laquelle le plan des Allemands est un plan en quelque sorte c'est un plan de retardement, en fait, voilà, ni plus ni moins. C'est que leurs forces sont très faibles. J'avais prévu des notes, mais enfin, je sais même plus où elles sont, tellement c'est le bazar là-dedans. Ils ont des forces assez faibles, ils ont en gros 11 000 hommes, 5 000 dans Paris, et 6 000 en proche banlieue, 11 000 hommes, une division, ils ont une trentaine de chars, 60 canons, pas d'aviation. On fait pas le Stalingrad avec des forces pareilles. Donc voilà, les forces sont assez limitées, et encore des forces très très bigarrées, quelques très bons soldats, et puis beaucoup d'unités de catégorie B, voire C, beaucoup d'ailleurs d'administrateurs, car Paris c'était le centre évidemment des leviers de pouvoir allemands en France, donc beaucoup d'administrateurs de l'armée allemande à qui on a mis un flingue entre les mains, et comme on a dit, écoute mon gars, maintenant on défend Paris. Voilà. Bon, donc avec ces forces faibles, on peut pas faire grand-chose. Alors quel plan imaginé par le colonel von Unger, qui est le chef d'état-major de von Choltitz? Von Choltitz, lui, il arrive à Paris le 10 août. Il parle pas français, il connaît rien de la ville, il a simplement l'ordre de tenir. Voilà. Donc c'est pas lui qui a préparé le plan de défense, il a été préparé de longue date par l'état-major parisien. L'état-major des Allemands à Paris. Le plan, il prévoit quoi? Il prévoit de mettre le paquet sur la proche banlieue. Bon, on défend l'ouest de Paris, les Américains vont arriver par l'ouest, et donc en s'appuyant en particulier sur tous les forts que Thiers avait fait construire dans les années 1840, en avant des fortifications de Paris, donc en s'appuyant entre autres sur les forts de la petite couronne, mais en s'appuyant aussi sur les grands carrefours, eh bien, on installe les meilleures forces, là, donc les 6 000 hommes avec quelques canons, sur les grands axes qui arrivent, la N10, la N12, la N20, bon, voilà, c'est une division blindée, puis il faut des routes, et donc, on attend les Alliés là, avec des forces assez fortes, disons, et d'ailleurs, ça va bien marcher. Non, ils vont perdre. Mais ce sera pas une partie de plaisir, et en particulier à la Croix de Berny, la 2e DB, elle a buté toute la journée du 24 sur un bouchon allemand qui ne voulait pas céder. Dans Paris, les Allemands, alors c'est très amusant, non, c'est pas amusant, mais c'est très surprenant. Quand on regarde le plan de défense allemand, alors là, dans Paris intramuros, avec 5 000 hommes. 5 000 hommes, on fait pas grand-chose avec 5 000 hommes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la préfecture de police de Paris, c'est 22 000 policiers. 22 000. Bon. Donc 5 000 hommes. 5 000 hommes, c'est rien. Et pour une ville qui est beaucoup plus habitée que de nos jours. Donc, dans Paris, les Allemands ont renoncé à tenir Paris rue par rue, place par place. Ça n'est pas possible avec 5 000 hommes. Et ils se sont retranchés dans une série de points fortifiés. Alors, les casernes parisiennes, les bonnes vieilles casernes de Napoléon III, comme la caserne du Prince-Eugène, place de la République, comme la caserne de Clignancourt, ou bien dans des endroits dont la configuration, disons, est favorable à la défensive. Par exemple, autour du Sénat, le jardin du Luxembourg devient une espèce de bunker. Il y aura des combats très très durs autour du Sénat. C'est peut-être les plus durs de toute la libération de Paris. Le quadrilatère aussi, Palais Bourbon, Assemblée nationale, Quai d'Orsay, les Invalides, l'école militaire. Voilà. Donc, ils se sont claquemurés dans ces points fortifiés avec quelques armes lourdes. Et pour le reste, ils abandonnent la ville. On ne peut pas tenir la ville. L'important est de tenir les ponts de Paris, car les forces allemandes continuent à refluer par Paris. L'important pour von Unger est de tenir les ponts et de tenir, disons, par les grands boulevards. Et là, l'osmanisation, et on sait très bien qu'elle avait un arrière-plan militaire. D'ailleurs, c'est très drôle. L'osmanisation aura surtout servi sur le plan militaire aux Allemands. C'était un drôle de paradoxe. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc, l'important est de tenir les ponts et de tenir les grands axes, les grandes avenues qui permettent de circuler entre ces points fortifiés. Pour le reste, la ville, on l'abandonne.
on n'a pas les moyens, de toute façon, de la tenir. D'où le fait qu'à partir du 20 août 1944, la ville va se couvrir de barricades, tout à fait spectaculaire. Alors, l'historien Adrien Dansette, qui doit peut-être rappeler quelques souvenirs à quelques historiens, qui n'était pourtant pas du tout, il était très jeune à l'époque, il avait une vingtaine d'années, et qui est devenu un historien du fait religieux. Adrien Dansette, donc, est un témoin de la libération de Paris, et tout en participant à l'insurrection, il prend des notes, réflexe d'historien, et il a comptabilisé 600 barricades, plus de 600 barricades, ce qui est énorme, vraiment énorme. Avec d'ailleurs, et vous allez voir pourquoi je vous disais il y a quelques instants, il y a un truc qui est amusant, si on compare la géographie des barricades de Paris d'août 44, on retrouve, parce qu'évidemment, la barricade, c'est l'insurrection ouvrière du 19e siècle, et on pense tout de suite à 1848, bien sûr. Quand on regarde de près la géographie des barricades, elle est quand même sensiblement différente. Alors certes, bien sûr, l'Est parisien l'emporte, donc les quartiers Est, les quartiers pauvres, les quartiers ouvriers, mais chose qui n'existait pas, ou très très peu, en 1848, ou en 1830, 32, 34, enfin, sous la monarchie de Juillet, il y a presque une insurrection de Paris toutes les 3 heures. Eh bien, ce qui est nouveau ici, c'est le fait que c'est relativement homogène et que même les quartiers chics, le 16e arrondissement, se couvrent de barricades. Voilà. Bon. Donc 600 barricades qui rappellent évidemment, alors qui font remonter toute une série de souvenirs politiques, idéologiques, très très importants, mais qui joueront autant que la barricade militairement est un point important au 19e siècle. Je suis désolé de détruire un peu un mythe, mais le rôle militaire des barricades à Paris en août 44, c'est quasiment nul. Quasiment nul. Il y aura pratiquement pas de combat autour des barricades. Encore une fois, les Allemands ont renoncé à contrôler la ville. En revanche, symboliquement, politiquement, et surtout pour le Parti communiste, c'est un effet d'aubaine. C'est quelque chose sur lequel, évidemment, on pourra capitaliser. Alors, pour quelle raison est-ce que je vous disais qu'il y a une chose qui est assez drôle? Eh bien, c'est exactement le plan de Cavaignac en 1848. Voilà. On laisse monter l'insurrection pour mieux l'écraser. Je renonce par avance à contrôler toute la ville, mais je mets ensuite le paquet. Voilà. Alors, évidemment, von Unger n'a pas lu le plan de Cavaignac, encore qu'il aurait pu le trouver dans les archives à Paris, mais en fait, c'est la topographie de Paris qui commande. Il n'y a pas 36 solutions pour tenir Paris. Donc voilà, si pour De Gaulle, Paris est fondamental, pour les Américains et pour les Allemands, bon, je suis un peu schématique, il faudrait apporter certaines nuances, et peut-être que les questions le permettront, mais pour les Américains et pour les Allemands, d'un point de vue militaire, d'un point de vue opérationnel, la ville est beaucoup moins importante en fait. Je vois qu'il reste un petit peu de temps. Quelques mots sur le voyage dans l'Ouest. Voilà, puisque je vous disais que c'était peut-être le principal apport du livre, c'est pas le plus spectaculaire. Paris est bien libéré le 25 et le 26. Les Champs-Élysées, c'est bien le 26. Mais ce voyage dans l'Ouest, donc, eh bien, finalement, il est assez intéressant quand on s'y arrête. Alors, peut-être quelques rappels chronologiques pour bien comprendre. De Gaulle se pose à Cherbourg. Ah, tenez, là, il y a une chose très très drôle. Dans les mémoires de guerre, comme quoi, vous voyez, il faut lire les mémoires avec beaucoup de prudence. De Gaulle écrit, j'ai oublié la page, je me suis posé à Maupertuis, T-U-I-S, à Maupertuis, le 20 août vers 8h du matin. Bon, quand on va sur la carte, Maupertuis, c'est un trou paumé de 300 habitants au sud de l'Orne. Il n'y a pas de terrain. Dans les archives américaines, les Américains ont construit 200 terrains d'aviation en Normandie, mais aucun à Maupertuis. Quand même on regarde les cartes IGN actuelles, une piste, ça laisse quand même des traces, il n'y a aucune trace. Quand on appelle la mairie de Maupertuis, vous voyez que l'historien, il fait gaffe, il croise des sources. Quand on appelle la mairie de Maupertuis, alors vous tombez sur des gens voilà, qui vous disent, non, vous êtes le 30e qui m'appelle, il n'y a jamais eu de terrain. Bon, en réalité, c'est une coquille, c'est une simple coquille. De Gaulle s'est posé à Cherbourg, dont l'aéroport s'appelle Maupertus, T-U-S. Et je me suis arraché les cheveux, d'ailleurs il ne reste plus beaucoup, je me suis arraché les cheveux sur ce truc pendant des semaines, car si De Gaulle se pose à Maupertuis, le planning de la journée du 20 est infaisable. Voilà, ça colle pas, vu l'état des routes, vu les distances, etc. Et donc tout s'éclaire, et puis un jour, je suis tombé sur un historien normand, monsieur Bellamy, que personne ne connaît, le pauvre, et qui pourtant a écrit des choses remarquables, et bien et c'est un truc qui a 20 ans d'âge, et mes chers collègues répètent encore que De Gaulle a atterri à Maupertuis. Bon, ça n'a aucune importance, je dirais presque qu'on s'en fout, mais ça vous montre bien que les sources, il faut les interroger de façon vraiment maniaque. Donc, si De Gaulle se pose à Cherbourg, tout devient possible, et tout est très clair. Bon, donc il se pose à Cherbourg le 20,
Et commence là 4 jours, 20, 21, 22, 23, 4 jours de voyage dans l'Ouest qui n'étaient pas du tout prévus. De Gaulle se pose à Maupertuis, donc Cherbourg, avec l'idée de gagner Paris le plus vite possible. En fin de compte, il doit d'abord attendre que les Américains changent d'avis le 22, et puis ensuite, 2 divisions, ça se met pas en route comme ça, comme on claque dans les doigts. Donc il va faire un peu du surplace, il va traverser l'Ouest de la France, qui est une zone libérée, qui est en cours de libération. Parfois, il rentre dans des villes qui sont libérées depuis à peine 3-4 jours. Et ce voyage, donc, il n'était pas prévu, qui est totalement improvisé, que De Gaulle, d'ailleurs, effectue dans des conditions d'insécurité, mais complètement folles, avec nos standards sécuritaires actuels. Eh bien, ce voyage, donc subi, plus que souhaité, et encore moins planifié, ce voyage va être pour De Gaulle, en fait, une chance inouïe, puisqu'il va, vous allez voir, lui permettre, en fait, de mieux préparer ce qu'on pourrait appeler le cycle parisien des 24, 25 et 26 août. Et sur 3 points. D'abord, premier point, la légitimation populaire commence dans l'Ouest. Donc De Gaulle arrive le 20, il traverse la Normandie du nord au sud durant la journée du 20, après un détour par avion à Tournières chez Eisenhower, et le soir il est à Rennes. Et il suit les préfectures. La préfecture, c'est l'État. Donc il suit d'ailleurs une route qui est différente de celle de la 2e DB, qui est un peu plus au nord. Lui, il va de préfecture en préfecture. Il marque le terrain, il prend le pouvoir. Il commence par la province. Donc c'est Rennes le 20 au soir. Il passe toute la journée du 21 à Rennes. Il pleut des cornes d'ailleurs. Il a le temps d'aller sur la tombe de sa mère qui est enterrée à Pimpon, tout près de là. Et il quitte Rennes le 22 au matin pour Laval à midi, donc après l'île et Vilaine, la Mayenne. Laval à midi, et le soir il est au Mans, il dort au Mans, et la nuit, la Sarthe, voilà, l'ouest de la France. Donc il passe la nuit du 22 au 23 au Mans. Le matin du Mans, il a cette fameuse rencontre avec Lucie Aubrac, et c'est Chartres à midi, l'Eure-et-Loire, et c'est Rambouillet le soir. Il était prévu Versailles, mais les Allemands tiennent la hantise, donc on ne peut pas aller jusqu'à Versailles. Il s'arrête donc à Rambouillet. Voilà en gros le planning. Et dans toutes les préfectures qu'il traverse, mais aussi les moindres bourgs. Il s'arrête à La Ferté-Alais, il s'arrête à Nogent-le-Rotrou, il s'arrête à Sablé, enfin bref, on veut le voir partout. Et donc il est comme moi, il perd du temps sur son planning. Mais donc voilà, il faut qu'il se montre, et dans chaque bourgade, dans chaque bourg, avec un choix, avec une priorité donnée aux préfectures, il s'arrête, et même s'il ne prononce que quelques paroles, voilà. Et donc il reçoit par des bains de foule permanents, c'est 4 jours de bains de foule, dans une atmosphère que vous imaginez très bien, il reçoit déjà, voilà, cette onction populaire en quelque sorte, ça préfigure la descente des Champs-Élysées du 26 août. Deuxièmement, il met au point une espèce de scénario de libération qu'il avait déjà d'ailleurs commencé à expérimenter lors de la journée fondatrice du 14 juin à Bayeux, je dirais en 3 ou 4 étapes. D'abord, la préfecture. Alors, on commence par la préfecture. Quand on rentre dans la ville, la préfecture c'est la maison de l'État, et on signifie bien qu'on prend le pouvoir et qu'on restaure l'État contre Vichy. Contre les Allemands, mais contre Vichy. Ensuite, le passage par l'hôtel de ville, le pouvoir municipal, discours. Ensuite, un bain de foule, ou plusieurs bains de foule d'ailleurs, puisque entre les deux, on peut déjà avoir d'autres bains de foule. Et enfin, la cathédrale, pour un tédéum. À propos de la cathédrale des Bayeux, 14 juin, la cathédrale. Pas de contresens, c'est un acte politique, c'est pas un acte religieux. Même si De Gaulle est un grand chrétien, c'est un acte politique. De Gaulle veut montrer que certes, il s'inscrit dans une légitimité qui est liée à la résistance, à la guerre, au fait que il a relever l'épée, mais il veut aussi montrer qu'il s'inscrit dans une temporalité beaucoup plus longue, qui fait remonter des souvenirs qui remontent presque au Moyen-Âge, en passant par la cathédrale. Il fait remonter de vieux souvenirs monarchiques ou monarchistes. Et donc, quand certains, à Paris en particulier, s'offusqueront du fait que De Gaulle tient absolument à Notre-Dame, y voyant une espèce de contradiction avec la laïcité, non, en fait, c'est pas le sujet, c'est autre chose. Il joue sur un autre registre. D'ailleurs, la preuve en est que la libération de Paris, c'est vraiment dommage, je n'ai pas le temps d'en parler, s'accompagne d'un très violent conflit avec l'Église. Il y a une grosse bagarre entre De Gaulle et le cardinal Suard. Donc voilà, donc c'est pas du tout un hommage à l'Église, c'est plutôt une référence historique que De Gaulle veut ainsi faire remonter, et de la nuit des temps. Bon,
Donc, eh bien, on retrouvera ce cycle à Paris. La préfecture de police, l'hôtel de ville, le bain de foule, sauf que là, il est XXL, et la cathédrale le soir. Alors, à Paris, il faudra, je dirais, aménager ce schéma, parce que Paris, c'est particulier. D'abord, Paris est en guerre. Les villes que De Gaulle, les préfectures que De Gaulle traverse dans l'Ouest sont des villes qui sont déjà libérées. Paris est en cours de libération. De Gaulle rentre dans Paris, il rentre dans Paris vers 16h, 16h30, il rentre dans une ville où l'on se bat, hein. Les combats cessent le soir. Bon. Deuxièmement, il y a le problème de l'hôtel de ville. De Gaulle, effectivement, ne veut pas aller à l'hôtel de ville de Paris. Alors, pourquoi ne veut-il pas y aller? Alors qu'il est allé de bon cœur à l'hôtel de ville de Cherbourg, il a prononcé un discours à Rennes, à Chartres, au Mans, etc. Pourquoi y a-t-il cette réticence devant l'hôtel de ville de Paris alors qu'il est partout allé saluer le pouvoir municipal? Parodiant d'ailleurs un peu, mes collègues modernistes seraient beaucoup plus savants que moi sur ce terrain, hein, les fameuses entrées, hein, des rois de France dans leur bonne ville. Hein. Bon, il y a de ça, bien sûr qu'il y a de ça. Et je vous rappelle que c'est un féru d'histoire. Donc, pourquoi ne veut-il pas aller saluer l'hôtel de ville de Paris, le pouvoir municipal de Paris, alors que, bon, qu'il a fait ailleurs? C'est que à l'hôtel de ville de Paris s'est installé le 20 août un pouvoir insurrectionnel. Le CNR, le Conseil national de la résistance, présidé par Georges Bidault, est installé à l'hôtel de ville de Paris depuis le 20 août. Hein, la PP c'est le 19, l'hôtel de ville c'est le 20, et le CPL, le Comité parisien de libération, disons une espèce de conseil municipal révolutionnaire, enfin résistant révolutionnaire, s'est installé aussi dans l'hôtel de ville. C'est un pouvoir rival. Si vous voulez, le conseil municipal ou le maire de Cherbourg ne présentent aucun danger pour De Gaulle. En revanche, la résistance intérieure, à la fois très locale, le CPL de Paris et le CNR, se sont installés dans l'hôtel de ville, s'inscrivant eux aussi dans une vieille tradition du pouvoir des marchands, les échevins, etc., etc. Et puis, le matin, le CNR a publié dans la presse parisienne un texte, une proclamation, donc le matin du 25, jour où De Gaulle rentre dans Paris, qu'on retrouve dans la presse. C'est d'ailleurs un beau texte qui est co-signé par Georges Bidault, le président du CNR, et par André Tollet, un communiste qui est le président du CPL, le Comité parisien de libération. Et ce texte, De Gaulle aurait pu l'écrire. Voilà. Et c'est d'ailleurs assez proche du discours qu'il prononcera malgré tout le soir à l'hôtel de ville. Sauf que, et ce texte mentionne le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Sauf que, aux yeux de De Gaulle, ce texte, et plus généralement l'œuvre du CNR depuis de longs mois, commet deux crimes de lèse-majesté. D'abord, son nom n'est pas cité. Le GPRF, oui, mais le nom De Gaulle, non. Bon, voilà, c'est comme ça. Et deuxièmement, le CNR parle au nom de la nation française. Et pour De Gaulle, il n'y a qu'une seule personne qui peut parler au nom de la nation française, c'est lui. Donc, vous voyez, ça va jusque-là. Et donc, l'hostilité qu'il a, donc, quand il rentre dans Paris, il va d'abord chez Leclerc, à la gare Montparnasse, puisque Leclerc a installé son PC à la gare Montparnasse. Ensuite, il s'installe à l'hôtel de Brienne, au ministère de la Guerre, pour montrer que la guerre continue, et qu'il avait quitté, d'ailleurs, quand il était sous-secrétaire d'État à la guerre le 13 juin, la veille de l'entrée des Allemands. Et ensuite, donc il s'installe donc à l'hôtel de ville qu'est-ce que je raconte, au ministère de la Guerre vers d'à peu près 18h, et il boude. Il veut pas aller voir l'hôtel de ville. Alors que le CNR et toute la résistance l'attend au CNR, il veut pas y aller. Alors le préfet Luizet vient le voir, Parodi, qui est son délégué en France, viennent le voir. Mon général, ce n'est pas possible. La résistance vous attend. Non, j'irai pas. Bon, finalement, bien sûr qu'il y va, hein. Mais il y va. Il passe d'abord par la préfecture de police. Il marque un temps à la préfecture de police. Bon, si vous connaissez un petit peu Paris, presque en face, hein. Il passe par la préfecture pour bien montrer. Il est d'abord passé par le ministère de la Guerre pour montrer aux Français que la libération de Paris, même la libération de la France, ne signifie pas la fin de la guerre. Et il passe par la préfecture de police pour bien montrer que, eh bien, je surveille l'heure du coin de l'œil. On laissera tomber la dernière partie pour bien montrer que il restaure l'État. Enfin, le bain de foule prend à Paris une dimension totalement hors norme, hein, avec ce défilé complètement foutraque, complètement fou, hein, qui a lieu le 26 après-midi, qui est d'une insécurité folle, complètement folle. D'ailleurs, le matin, les voitures radio de la préfecture de police diffusent ce message très étrange et très beau. Le général de Gaulle confie sa sécurité au peuple de Paris.
Voilà, c'est une phrase folle. Hein. On imagine mal. Enfin, vous remplacez De Gaulle par Macron, Pompidou, Mitterrand. Enfin, je voudrais pas faire de. Mais voilà, le général De Gaulle confie sa sécurité au peuple de Paris. Il y a ce jour-là dans Paris, on ne sait pas exactement combien. Certains disent 1 million. 2 millions. C'est d'ailleurs une foule qui n'est pas que parisienne, c'est une foule de la banlieue aussi. D'ailleurs, alors c'est un samedi, hein, ça a son importance, on voit depuis le matin des colonnes entières de banlieusards qui arrivent à pied parce qu'il n'y a plus de train, il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus de courant électrique, il n'y a plus de train, il n'y a plus de métro. Le seul service public qui fonctionne, c'est le téléphone parce que les Allemands tiennent les centraux. Voilà, donc Paris et sa région sont en grève, hein, et puis bon, bref, voilà. Donc ils arrivent à pied, hein, c'est toute la banlieue aussi, Paris bien sûr, mais toute la banlieue qui vient. Et d'ailleurs le soir, après le défilé, jusqu'au lendemain matin, hein, il y aura d'interminables colonnes, ça on le sait par les rapports de police et puis par la presse, hein, d'interminables colonnes hein, qui repartent vers je sais pas où, la petite couronne, la grande couronne. Bon, donc c'est un événement parisien et banlieusard. Rendez-vous compte que ça, on le voit par les photos, qu'au même moment, vous avez toute l'avenue des Champs-Élysées qui est noire de monde. Noire de monde, c'est long, hein, ça fait presque 3 kilomètres. La place de la Concorde qui est noire de monde. Il y a une célèbre photo de Cartier-Bresson qui est magnifique, qui montre la place entièrement noire de monde. La rue de Rivoli est noire de monde, 2 kilomètres. La place de l'Hôtel de Ville est noire de monde et le parvis de Notre-Dame est noir de monde. Voilà, vous essayez de calculer combien ça fait, 1 million, 2 millions, certains parlent de 3 millions de personnes. C'est un événement complètement hors norme. Donc, même si le voyage dans l'Ouest a permis effectivement de mettre en place une espèce de, comment on pourrait dire, de mode d'emploi ou de scénario de la libération, à Paris, il prend une forme encore différente. Et puis enfin, le dernier rapport de ce voyage dans l'Ouest, c'est que précisément, il permet à De Gaulle, de discours en discours, eh bien, de parfaire les mots qu'il prononce, les formules qu'il utilise, les thèmes sur lesquels il insiste. Et on voit finalement le discours de l'Hôtel de Ville, que dans ses mémoires, De Gaulle dit avoir improvisé. Alors ça, c'est une gigantesque blague. Évidemment, il n'a rien improvisé du tout. Hein. Je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Eh bien, simplement, donc, quand on relit tous ces textes, et en particulier le discours de Cherbourg, de Rennes et de Chartres, qui sont d'ailleurs de très très beaux textes, eh bien, on voit le discours de Paris se former petit à petit et sa structure, sa colonne vertébrale, l'argumentation se mettre en place. Alors, cela dit, parfois, il va retenir certains thèmes, d'autres pas. Hein. Par exemple, à Rennes, il insiste beaucoup sur les femmes, sur l'importance des femmes dans la résistance, l'importance des femmes dans la France qu'il faut rebâtir. Le vote des femmes, eh bien, c'est l'ordonnance du 21 avril 44, hein, et première manifestation en avril 45. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est assez drôle quand on y songe. De Gaulle a voté pour la première fois de sa vie en avril 45. Hein, je vous rappelle que les militaires de carrière n'avaient pas le droit de vote sous la Troisième République, les femmes non plus. Donc le couple de Gaulle a voté pour la première fois de sa vie le 21, enfin en avril 45. Et ils se sont en quelque sorte donné le droit de vote à eux-mêmes, hein, si l'on peut dire. Je vous rappelle que le maréchal Pétain n'a jamais voté de sa vie, le maréchal Joffre n'a jamais voté de sa vie, le maréchal Foch non plus. Bon voilà, bref. Donc alors que dans le discours de Chartres, il insiste beaucoup sur ce qu'on appelle les jours heureux, hein, sur les grandes réformes sociales qui vont être mises en œuvre. Hein. À Paris, ces deux thèmes-là disparaissent et il insiste plutôt sur l'effort qu'il faut faire, sur la guerre qui continue et sur surtout l'unité qu'il faut préserver. Mais le thème de l'unité, évidemment, dans une ville où l'insurrection, en partie encadrée par les communistes, est en marche, évidemment, ce thème est très important. Bon, donc même s'il y a quelques variations, on voit se mettre en place donc le discours de l'Hôtel de Ville. Alors ce discours, évidemment, il n'est pas improvisé. Alors, chose curieuse, on ne lit et même on entend toujours que la première partie du discours, même chez le tome 5, je crois, même dans le recueil des discours du général de Gaulle durant la guerre, très curieusement, la deuxième partie du texte, elle n'a rien d'infamante, hein, voilà, bon bref, on ne la trouve pas. Il faut vraiment faire un gros effort d'historien pour la trouver, et même les enregistrements. Bon, alors quand on écoute le discours dans son intégralité. Il y a un disque aux Archives nationales, mais il est tout simplement sur Internet maintenant. Hein, vous tapez discours de Gaulle, hein, c'est sur YouTube. Hein, voilà, bon bref, il n'y a pas l'image, mais il y a le son. De mémoire, le discours dure 4 minutes. 4 minutes. Il n'y a pas, à ma différence, il n'y a pas un bafouillement, il n'y a pas une hésitation. Voilà, alors, l'orateur s'arrête parfois, d'abord pour être applaudi, mais donc il y a des pauses courtes, mais il n'y a pas la moindre hésitation. Bon. Deuxièmement, des témoins l'ont vu, et on le sait par les mémoires, l'ont vu la journée du 24 où il est bloqué à Rambouillet, l'ont vu arpenter, la terrasse du château de Rambouillet en déclamant le discours. Bon, donc il n'est pas vraiment
improvisé. Et enfin, De Gaulle a pris l'habitude, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui donne une impression d'improvisation, De Gaulle a pris l'habitude d'apprendre ses discours par cœur, ce qu'on ne fait plus du tout maintenant. D'abord, il les rédige. Aujourd'hui, il y a des plumes, comment dire, c'est une basse-cour, il n'y a que des plumes. Donc, les présidents n'écrivent pas leur discours, ils laissent cela à de présidents de cervelle. Donc bref, De Gaulle non seulement écrivait ses discours, mais ils les apprenait par cœur. Ils apprenaient par cœur, ce qui est une perte de temps énorme. Et donc, il donne l'impression qu'il improvise. En fait, il improvise absolument pas. Voilà. Bon. Donc, ce voyage dans l'Ouest, autrement dit, vous voyez, qui n'était pas prévu, eh bien, il est politiquement très important. Et imaginons un De Gaulle qui se serait posé, qui serait arrivé directement d'Alger par un gros B-17 et qui se serait posé au Bourget ou à Orly le matin du 25 ou le matin du 26, eh ben, d'abord, il aurait été moins bien préparé et certainement que l'effet politique aurait été beaucoup moins important. Il est 20h15, je me tais, pardon. La dernière partie, ben écoutez, voilà, dans une autre vie. S'il y a quelques questions, ben écoutez, j'y répondrai avec grand plaisir. Il manque la partie sur Paris, tout simplement. Non, je plaisante. Il manque simplement la présentation, disons, heure par heure ou jour par jour de ce que fait De Gaulle dans Paris, mais on a dit l'essentiel. Merci beaucoup, cher professeur. Alors effectivement, on a le temps de prendre quelques questions. Un micro va circuler. En tout cas, merci pour cette conférence où je suis ravi de voir qu'une histoire méthodique n'oublie pas effectivement la dimension conceptuelle, et c'est tout. Mais c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt de votre travail. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes venu d'une histoire un peu plus surplombante pour faire une histoire événementielle, mais bien souvent, c'est dans cette histoire événementielle que ensuite on peut retrouver beaucoup de concepts. Alors, est-ce qu'il y a des questions, monsieur? Oui, je voudrais simplement ajouter par rapport au Parti communiste que en juillet, Émile Lafont, qui va devenir secrétaire général du ministère de l'Intérieur, envoie quand même un câble disant « Il n'y a aucun danger communiste réel actuellement, puisqu'ils sont en train de demander la place de préfet pour Maranne, qui est l'un des pontes, si je puis dire, du Parti communiste, et qu'on voit pendant le discours opiner de la tête. Le personnage qui opine de la tête à côté de Charles de Gaulle, c'est Maranne, qui n'a évidemment pas eu le poste de préfet de Paris, ni le poste de préfet de police. Et d'autre part, il y a des instructions de Charles Tillon, commandant en chef des FTP, Harold Tanguy, sur le thème. Il s'agit d'ouvrir la route de Paris à Charles de Gaulle. Et Tillon est nommé ministre le 9 septembre, en remplacement de Grenier. Et dans la lettre à Grenier, il y a « Je nomme Charles Tillon, pas à votre place, mais je le nomme comme ministre représentant le parti parce qu'il a joué un rôle dans l'insurrection de Paris ». Oui, non mais... ok. Le personnage qui opine de la tête, c'est Tollet. C'est Tollet. Maranne, il y a qui est une grosse tignasse, et il est d'ailleurs le vice-président du CPL. Sur le Parti communiste, à la Libération, je vous renvoie à l'historiographie du Parti communiste, et avec deux ouvrages qui sont vraiment majeurs, essentiels, et qui nuancent bien les choses et qui présentent bien les choses de façon dépassionnée, et surtout des ouvrages, surtout pour le deuxième, qui s'appuie sur les fameuses archives de Moscou récupérées après la fin de la guerre froide. Donc c'est Stéphane Courtois, le Parti communiste dans la guerre, et surtout Philippe Buton, Les lendemains qui déchantent, 94 ou 15, et qui montre bien que le Parti communiste a effectivement une stratégie légaliste, c'est-à-dire il est rentré au gouvernement, il suit la voie légale, mais Staline a toujours 2 fers au feu, voire 3 fers au feu, voire 4 fers au feu, avec aussi une tension insurrectionnelle au cas où. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Les Américains sont restés bloqués 2 mois et demi en Normandie. Ça pourrait se reproduire. Donc le plan A, c'est bien un plan légaliste, on est entièrement d'accord. On a 1000 textes et 1000 indications qui le montrent, mais avec aussi je dirais un certain allant. Et même si il est probable que le Parti communiste n'a pas eu l'intention de prendre le pouvoir. Voilà. Mais même si on peut prendre le pouvoir dans une ville, ça crée un rapport de force. Et ensuite, ça se négocie dans le futur pouvoir de la libération. Mais oui, la stratégie globale du Parti communiste est bien une stratégie légaliste, ce qui n'empêche pas, en sous-main, le plan B. Philippe Buton, remarquable. Très très beau livre. D'autres questions?
Alors moi j'en ai une. Est-ce qu'on veut revenir sur la question de la... Pourquoi est-ce qu'il a vraiment refusé de proclamer la République? Ah oui, clairement. Oui, oui. Et est-ce que vous pouvez expliquer ce moment qui est assez important? Alors, rappelons les choses. Donc c'est le fameux discours de l'Hôtel de Ville. Il y a 3 discours en fait. Il y a d'abord Georges Marane, dont vous avez rappelé, monsieur, la mémoire. Georges Marane qui est communiste, qui est le vice-président du CPL. C'est Tollet qui aurait dû faire le discours, et puis Marane était un peu plus doué pour les discours. Bon, ensuite il y a mais qui est un discours très neutre, très neutre, et pas du tout insurrectionnel. Ensuite il y a un second discours prononcé par Georges Bidault, qui est un très beau texte, très beau discours. Georges Bidault est agrégé d'histoire, peut-être que ça facilite les choses. Donc un très beau texte de Georges Bidault, même s'il a mal fini, Georges Bidault, et qui d'ailleurs est le seul à citer Jean Moulin, hein, la figure de Jean Moulin, là, qui est complètement passé, qui est oublié à ce moment-là. Il est le successeur de Jean Moulin à la tête du CNR. Et enfin donc De Gaulle qui s'exprime. Et à la fin du discours de Gaulle, Bidault, et là on a 40 témoins, hein, Bidault interpelle le général et lui dit: mon général, eh bien voilà, en ce jour historique, dans ce moment solennel, eh bien je vous invite à proclamer le rétablissement de la République au balcon de l'Hôtel de Ville. Alors, d'abord, il n'y a pas de balcon à l'Hôtel de Ville. Hein. Enfin, dans le nouvel Hôtel de Ville reconstruit après la Commune, hein, il y avait un balcon avant, là où Lamartine avait proclamé la République en 1848. Mais donc, bon, mais peu importe. Donc, on attend qu'il se montre à une fenêtre et qu'il proclame la République. Et De Gaulle réplique très sèchement: hors de question. Pourquoi voulez-vous que je proclame quelque chose qui n'a jamais cessé d'être? Voilà. En fait, c'est tout dans ce refus de proclamer la République. N'y voyons absolument pas d'anti-républicanisme. Ce serait un contresens complet. Bon. En fait, si De Gaulle proclame la République, il nie l'existence de la France libre. Dans le discours, alors, qui est un discours totalement reconstruit, bien sûr, mais dans le discours de la France libre, dans son auto-justification, elle est la France. Alors, elle est, je dirais d'ailleurs, modérément républicaine en juin 40. Mais petit à petit, hein, De Gaulle, d'abord parce que il n'a jamais été anti-républicain, De Gaulle a l'intelligence de comprendre qu'il lui faut incorporer toutes les formes de légitimité, et particulièrement contre Vichy, de récupérer toute la tradition républicaine et démocratique française. Donc, la France libre a fini par incarner la République. C'est ce qu'elle est. Voilà. En outre, De Gaulle précise qu'il dirige le gouvernement provisoire de la République française. Je passe trop vite. Dire que la République n'a pas cessé d'être, et donc il n'y a pas lieu de la rétablir, puisqu'elle n'a jamais cessé d'être le 10 juin 40, c'est la thèse du Vichy nul et non avenu. Vichy n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que Vichy? C'est une bande de salopards qui ont pris le pouvoir. Évidemment, c'est une thèse ultra réductrice, hein, mais dans cette vulgate gaulienne, Vichy, c'est une bande de, je retire salopard, non, je laisse salopard. Bon, bref. Donc, c'est une bande de sales gens qui ont pris le pouvoir à la faveur d'événements extraordinaires, mais qui ne sont pas la France. Alors, qui ne sont pas la France tout court et qui ne sont pas la France républicaine. Donc, la France libre, elle a incorporé en elle la République et l'a proclamé le 25 août 44, même si ce serait s'inscrire, et Georges Bidault, l'historien, le sait bien, ce serait s'inscrire dans une autre tradition historique, celle des insurrections du 19e siècle, ce serait renier tout ce qu'il a fait. En outre, il préside un gouvernement provisoire de la République française qui veut faire reconnaître par les Alliés. Reconnaître la République, ce serait avouer que jusque-là, il n'était pas la République. Et enfin, le 9 août 1944, la dernière ordonnance que signe De Gaulle avant de monter dans son avion pourri, le Lodestar de Lockheed, l'ordonnance du 9 août 1944, ne restaure pas la République, mais restaure la légalité républicaine sur le sol métropolitain. C'est-à-dire qu'on revient aux lois d'avant Vichy. Voilà. Et toutes les lois de Vichy, absolument toutes les lois de Vichy et tous les règlements sont abolis, hein, par l'ordonnance du 9 août 1944 qui proclame... Alors, après la guerre, parce que dans les lois de Vichy, il y a des trucs immondes, évidemment, hein, les 2 statuts des Juifs, j'en passe, il y a des meilleurs. Mais il y a aussi des lois et des règlements techniques, hein, je sais pas, sur la réglementation des ponts et chaussées, bon. Donc, le Conseil d'État, après la guerre, va passer au tamis tout ça. D'ailleurs, il y a eu un ouvrage récent qui évoque les lois ou les règlements de Vichy qui en cours en France. Je ne trouve plus le terme, excusez-moi. Mais donc, bien sûr, on a récupéré certaines dispositions techniques, hein, voilà. Mais par principe, on a aboli Vichy. Autrement dit, proclamer la République au balcon qui n'existe pas de l'Hôtel de Ville le 25 août 44, c'est renier pratiquement toute l'œuvre de la France libre. Et bien évidemment, De Gaulle s'y refuse. La République, c'est lui, et elle n'a jamais cessé d'être incorporée en quelque sorte dans la France libre.
Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie et merci à nos traductrices aussi en langue des signes que je remercie. Pardonnez-moi. Parce que ces conférences sont enregistrées et ça sera aussi très utile pour tous ceux qui pourront les revoir. Merci à toutes et tous et merci. Et vous pouvez évidemment vous procurer cet ouvrage dédicacé à l'entrée de la salle.